obtenir le grade de docteur en médecine, diplôme d'État sur le sujet suivant, les complications précoces du clipage des anévrismes intracrâniens. Veuillez vous asseoir. Ba, qui est directeur de thèse, anesthésiste réanimateur, et de moi-même, professeur Momar Kodeba, neurochirurgien. Les personnes plus à risque de faire un anévrisme intracrânien sont ceux ayant un terrain alcoolo-tabagique et ou d'hypertension artérielle. La symptomatologie est dominée par un tableau d'hypertension intracrânienne. La tomodensitométrie est un examen incontournable permettant de visualiser l'hémorragie cérébro-méningée. La prise en charge thérapeutique est multidisciplinaire, faisant appel à une collaboration entre neurochirurgiens, neuroréanimateurs, neuroradiologues et kinésithérapeutes. Elle est basée sur deux volets. Un volet symptomatique, constitué de la mise en condition du malade, de la correction des pics hypertensifs et des troubles hydroélectrolytiques, de la lutte contre le vasospasme, du traitement antalgique entre autres. Et un volet étiologique représenté par le clipage chirurgical de l'anévrisme et le traitement endovasculaire. Ce clipage chirurgical est la méthode classique qui a bénéficié de plusieurs progrès. Cependant, des complications peuvent survenir en post-clipage et entraîner un engagement du pronostic vital des patients, avec un taux de mortalité qui peut avoisiner les 40%. Ces complications, comme nous l'avons démontré dans notre étude, peuvent être d'origine cérébrale, métabolique, respiratoire ou infectieuse. Ceci pousse à une surveillance post-opératoire des patients en milieu de réanimation dans nos contextes. Plusieurs moyens sont nécessaires pour une meilleure surveillance tant sur le plan clinique que sur le plan paraclinique, avec l'essor de l'échodoppler transcrânien et de l'artériographie. C'est dans cette optique que nous nous sommes proposés d'étudier les différentes complications post-opératoires du clipage d'anévrisme intracrânien. Notre travail avait pour objectif général d'étudier les complications précoces du clipage des anévrismes intracrâniens et comme objectif spécifique de déterminer le délai de survenue des complications, déterminer les différents types de complications et d'étudier la prise en charge thérapeutique de ces complications. Nous avons réalisé dans ce cas une étude rétrospective, descriptive et analytique des patients en unité de neuroréanimation du centre hospitalier universitaire de Fann. Celle-ci s'est étalée sur une période de 3 années, allant de janvier 2020 à décembre 2022. Durant cette période, 121 clipages d'anévrisme intracrânien ont été colligés. Nous avons obtenu sur ces 121 clipages 39 complications post-opératoires. L'âge moyen était de 49 ans, avec des extrêmes allant de 13 et 75 ans. L'âge était constitué de la sédation thérapeutique à 32%, de la kinésithérapie motrice à 22%, d'administration d'anticonvulsivants à 21%, de nimodipine à 9% et enfin de la dérivation ventriculaire externe. Les complications infectieuses survenaient en moyenne au 3e jour. Elles étaient composées essentiellement de pneumonie à 38% et de méningite à 25%. Ensuite viennent les suppurations de foyer, les infections urinaires et le choc septique à 13% chacun. Le traitement des complications infectieuses reposait sur l'antibiothérapie avec l'utilisation de la ceftriaxone à dose pulmonaire à 23% et à dose méningère à 15%. La gentamicine utilisée à 38%, la ciprofloxacine à 8%. On a également eu recours au remplissage à 8% et à l'injection de noradrénaline à 8% également. Les complications métaboliques étaient dominées par les troubles ioniques avec l'hyponatrémie et l'hypercarie, ainsi que l'anémie à 22% chacun. Nous avons également retrouvé le diabète insipide à 11%. Ces complications survenaient pour la plupart dans les 24 premières heures post-clipage, avec une prévalence de 23%. Comme prise en charge, nous avons eu recours principalement à des protocoles de correction de troubles ioniques avec l'utilisation du pouce-seringue électrique de sodium à 25% et de potassium à 13%. Pour le diabète insipide, la desmopressine a été utilisée à 13% et dans l'anémie, il s'agissait le plus souvent de transfuser des kilos de globules rouges à 25%. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Lamine Camara de m'avoir choisi comme membre de son jury de thèse de doctorat en médecine. Ce qui me permet de partager cette table avec des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime. D'abord le professeur Momar Kodeba, qui est le président de ce jury, qui est mon chef de service, mais également qui est mon mentor, puisqu'il m'a accueilli dans le service quand j'étais tout jeune interne. J'avais peut-être l'âge de Lamine, je me rappelle, il était d'ailleurs mon directeur de thèse. Et depuis ce temps-là, nous avons un accompagnement
constant basé sur le respect, la bienveillance et la compréhension mutuelle. Je veux dire là toutes ces qualités humaines qui aujourd'hui font de lui un maître qui est respecté par tous et un excellent neurochirurgien dont les compétences professionnelles ne sont plus à démontrer. Donc, je veux lui témoigner encore une fois aujourd'hui toute ma disponibilité et toute mon affection. Merci, cher maître. Le professeur Mohamed Diaoba est lui plus un collègue, puisque nous avons été agrégés la même promotion. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments difficiles, c'est vrai. C'était des moments qui n'étaient pas simples, préparer l'agrégation, aller ensemble à Libreville. Je pense que ces moments qu'on a partagés ont uni nos liens et ont également cimenté notre association professionnelle, puisque aujourd'hui, si on arrive à opérer ces malades dont on parle aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui et son équipe. Donc, j'aimerais également lui témoigner je vais dire merci pour tout ça, pour sa présence, pour sa disponibilité et également la bienveillance qu'il met dans la prise en charge quotidienne de ces patients-là. Tout ce que je peux, c'est lui souhaiter d'avoir une longue vie, une santé de fer pour pouvoir faire bénéficier encore les patients sénégalais de ces services. Merci, Diao. On a parlé de ce travail. J'avoue que c'est un travail que j'ai lu avec beaucoup d'attention, puisque c'est un travail qui m'intéresse particulièrement, parce que je suis assez impliqué dans le traitement de ces malformations-là. Et c'est bien d'avoir un œil extérieur, puisqu'on sait très bien que quand on est juge et partie, on n'est pas souvent très objectif. Et donc le fait que ce soit les réanimateurs qui évaluent nos complications, je pense que c'est peut-être la manière la plus objective d'évaluer les complications. Donc je tenais vraiment à cœur de regarder vraiment les résultats. Et ça, je pense que c'est un travail qui est très important. Ça nous permet, nous, en tant que chirurgiens, de voir un peu ce qu'on n'a pas fait de bien et de pouvoir les corriger. Et surtout de pouvoir en discuter avec ceux qui s'occupent des malades après. Donc, je pense que c'est un travail qui venait à son heure. C'est vrai que depuis le moment que tu m'en parlais, ça fait déjà un moment. Et heureusement, aujourd'hui, on est arrivé au bout de ce travail. Donc je pense que les complications sont peut-être la partie de la médecine que nous n'aimons pas beaucoup aborder, parce que ça reflète un peu nos échecs. Mais je pense que si on ignore nos complications, on ne va pas apprendre de nos erreurs. Je pense que ce sont les fantômes que nous ne voulons pas voir, mais que nous devons affronter. Je pense que nous tous, aujourd'hui, avec le recul, il y a des choses qu'on aurait fait autrement, peut-être avec le recul. Et ça, c'est l'étude des complications qui a permis de dire, ce malade-là, on aurait peut-être dû le traiter de cette façon-là. Et ça, ce qui nous permet de dire ça, c'est l'étude de ces complications. Donc c'est très très important. C'est comme l'étude des complications en médecine, c'est comme l'enquête des accidents en aéronautique. C'est-à-dire que quand il y a un avion qui s'écrase, les gens feront tout pour trouver pourquoi. Parce que si on ne trouve pas pourquoi, le même accident va se répéter. Et c'est la même chose. Si on trouve pourquoi nos malades se compliquent et qu'on analyse bien toute l'évolution du phénomène, on va en sauver plein d'autres qui auraient peut-être dû subir les mêmes complications si on n'avait rien fait. Donc c'est très important, même si ça fait mal de voir que ce sont des malades qui sont compliqués du fait de notre prise en charge peut-être des fois, mais il faut toujours oser regarder ces mauvais résultats-là en face, ça qui nous permet de nous améliorer. Maintenant, ça c'était dans le fond du travail. Maintenant, globalement, sur le plan général, je trouve que c'est un travail qui a été très très bien mené. Parce que ça respecte toutes les parties d'une thèse. La première partie, même si je la trouve un peu longue, c'est très difficile de réduire les temps des premières parties avec les étudiants, mais ça amène quand même plein de rappels qui peuvent bénéficier à peut-être des gens qui sont peut-être un peu moins avertis, ça peut être utile. Mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus limité. Vous aurez peut-être gagné à être plus focus sur les complications que sur les données générales. Mais qu'à cela ne tienne, c'est juste des données en plus. Et on aurait pu réduire ça aurait réduit la taille du travail, mais l'important c'est quand même la deuxième partie. Mais globalement,
hormis cela, tout que c'est un travail qui est très bien écrit, ce qui est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on déplore le plus, c'est quand on ouvre les documents, c'est qu'à chaque page, on compte au moins 5, 6, 7 fautes. Et ce qui est agréablement surpris, c'est que j'ai du mal à trouver des fautes dans ce truc-là. Elles sont vraiment très très rares. Et ça, voilà, il faut le souligner. Peut-être que je n'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de fautes du tout. Et le français est très bien écrit. Je pense que si c'est aussi bien écrit, c'est parce que c'est très simplifié. Quand les choses simples, quand on simplifie les choses, souvent ça devient très bien. C'est quand on essaie de compliquer les choses qu'on fait souvent des fautes d'élégance, des fautes de grammaire, d'orthographe. Je pense que le fait de simplifier l'écriture et la simplification de l'écriture entraîne naturellement la facilité de lecture. On lit beaucoup plus facilement, on n'est pas fatigué et je pense que ce travail globalement a été très bien écrit. Surtout la deuxième partie, les résultats sont très bien présentés, c'est très clair, c'est très précis. La discussion, voilà, je trouve qu'également c'est une discussion très intéressante. Et enfin, les références bibliographiques sont très bien fouillées, diversifiées. Vous avez parcouru toute la littérature africaine, nord-américaine et européenne. Et ça, c'est important de pouvoir comparer nos résultats avec ce qui se fait ailleurs. Donc, je trouve que les références étaient bien. Mais, c'est un travail humain. Il ne peut pas être parfait. Donc, l'objet des critiques que nous allons faire, c'est de pouvoir donner des éléments qui pourront améliorer la qualité finale de ce travail. Mais ça n'enlève en rien la qualité du document. D'accord? Donc, ces éléments, il n'y en a pas beaucoup. Nous allons les passer en revue au fur et à mesure du texte. Tout d'abord, à la page 9, attention, les flèches, quand vous les utilisez, un schéma c'est pour simplifier les choses. Vous utilisez une flèche, ce que vous montrez, ce n'est pas le cervelet. Hein. Ça c'est le lobe occipital. Le cervelet il est en bas, d'accord? Donc il faut descendre votre flèche là. Ça c'était à la page 9. Bon, la première partie, globalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de corrections. Parce que dès le moment que tu avais commencé le travail, tu m'en avais parlé, même si c'est Diao qui est le directeur, mais ça montre tout l'estime que tu as pour tes grands frères et tes maîtres, et ça c'est très important. Quand on ne montre pas d'estime pour ses grands frères, pour ses parents, il ne faut pas l'espérer de ses enfants et de ses petits frères. Ça, je pense, c'est très important. Et ça, c'est des signes, c'est des marques de bonne éducation. Je pense que si tu as cette bonne éducation, c'est aussi parce que tes parents te l'ont inculqué. Donc, cette réussite, aujourd'hui, si le jury te fait confiance, également à leur, c'est leur réussite, puisqu'ils ont investi en toi, puisqu'ils t'ont soutenu, ils t'ont donné l'éducation qu'il faut pour arriver aujourd'hui à ces résultats. Donc à travers les félicitations que je te donne, c'est également des félicitations pour eux. Il ne faut pas les oublier. Ils ont beaucoup investi sur toi, ils ont beaucoup sacrifié pour toi. Donc demain, quand tout sera joli et bien, il ne faudra pas les oublier. Il faudra savoir garder à l'esprit que ce sont eux qui étaient là quand tu n'étais rien. Ils ont une grande part dans ce qui t'arrive de bien aujourd'hui. D'accord? Également, je ne vais pas oublier que si ce travail-là a été aussi bien fait, c'est parce que tu as été bien encadré. C'est parce que ton maître, le professeur Diaoba, t'a bien encadré, il t'a guidé dans la rédaction, il t'a guidé dans l'approche par rapport aux résultats. Et ça ne m'étonne pas puisque je connais ses qualités de chercheur et de scientifique. Donc je tiens également à lui transmettre toutes mes félicitations. Maintenant, si le jury te fait confiance, toi tu es déjà engagé dans une carrière, tu es interne déjà, je pense, en 2e, 3e année de REA, donc tu as déjà choisi ta spécialité. Je te souhaite tout le bonheur du monde dans cette spécialité-là. Ce n'est pas facile. Normalement, vous êtes les médecins, les chirurgiens les plus fatigués du monde. Vous ne dormez pas, vous êtes stressés, on vous accusera de tout. Il faut toujours garder la tête froide à l'image de tes maîtres. Savoir que c'est un sacerdoce, ce n'est pas pour gagner de l'argent, on ne gagne pas d'argent, surtout dans ces spécialités. C'est quelque chose de très ingrat, vous passez des nuits blanches et demain on va vous insulter dans la presse. Donc il faut être prêt à supporter tout ça. Il faut vraiment être préparé. Là, vous ne sentez pas la pression parce que vous travaillez sous couvert de grands. C'est eux qui prennent la pression à votre place, mais quand vous serez prêt, vous sentirez vous-même la pression, la responsabilité. Donc il faut faire les choses bien et ne pas faire les choses pour le gain. Voilà, je te souhaite d'être heureux pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Mbéthiou, agrégé en neurochirurgie. Cher maître,
Nous sommes très émus par la spontanéité, l'humilité et la gentillesse avec lesquelles vous avez accepté de juger notre travail. Nous avons eu l'honneur et le privilège, durant notre formation, de partager avec vous le bloc opératoire. Nous y avons apprécié votre professionnalisme, votre rigueur dans le travail, mais surtout, nous nous sommes magnifiés devant la manière dont vous réalisez méticuleusement les clipages d'anévrisme, qui ont été une grande découverte pour nous. Nous voyons en vous un mentor, un modèle à suivre dans le domaine médical et une personne riche en qualité humaine, dont ses conseils ont toujours porté ses fruits. Qu'Allah vous bénisse et vous préserve afin que vous continuiez à mener votre carrière déjà riche et brillante avec des réalisations encore meilleures. Notre maître et juge a eu à faire des suggestions et remarques importantes dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration finale du document. Toutefois, il n'a pas eu à poser des questions. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Cet après-midi, pour donner nos impressions sur une thèse de médecine qui porte sur un sujet original et important à nos yeux, vu l'activité la part d'activité qu'elle représente dans notre quotidien. Donc, mes impressions, je les ferai en partageant un jury avec un maître et un collègue. Ce maître, c'est le professeur Kodeba, qui est là assis à côté de moi. C'est à chaque fois un honneur d'être à côté de lui, sincèrement. Comme je l'ai toujours dit, il m'a enseigné en cinquième année de médecine. Et surtout, longtemps après, je suis arrivé en neurochirurgie. Et chaque fois je le lis, chaque fois je le dis. Et ce que je retiens de lui, ce que j'ai retenu quand je suis arrivé en neurochirurgie, c'était ses conseils. On ne faisait pas la même spécialité. Donc il ne pouvait pas continuer à me former, c'est normal. Moi je suis anesthésiste, il est neurochirurgien. Mais par contre, il m'aidait beaucoup par ses conseils. J'ai toujours l'habitude de dire, un bon conseil vaut mieux que 1000 turpitudes. Donc il m'a toujours conseillé et vraiment ses conseils m'ont été utiles. Donc, et depuis bientôt 2 ans, il est le chef de service de la neurochirurgie et il a mis les conditions pour qu'on travaille bien. Comme je l'avais dit il n'y a pas très longtemps, on a eu des carrières similaires au niveau de l'université. Donc c'est un collaborateur direct. Il opère, moi j'anesthésie. Donc tous ces patients, c'est lui qui les a opérés. Et je sais qu'il s'investit beaucoup pour cette pathologie. Et je sais à quel point il tient à ce que ces patients soient bien pris en charge. Ça, je le sais. Je l'ai détecté. Donc je profite de cette occasion. C'était évident qu'il fallait qu'il soit dans ce jury, c'est évident. C'est lui qui les a opérés. Donc je profite de cette occasion, encore une fois qu'il me donnait, pour lui réitérer toute mon estime, mon amitié. Et je souhaite qu'on continue encore à travailler de nombreuses années encore ensemble. Ces patients, on les a pris ensemble, on les a pris en charge ensemble. Et je souhaite que ça continue de nombreuses années encore. Donc pour revenir au sujet, quelle est la genèse de la naissance du sujet? Je me rappelle, quand vous venez d'arriver en première année, vous êtes arrivé au moment où il y avait beaucoup de complications sur les anévrismes. Vous êtes arrivé à une période où c'était chaud, entre guillemets. Et tu es venu m'aborder, tu m'as dit que tu voulais un sujet de thèse. Et je n'avais pas trouvé quoi te donner. Bon, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai dit, bon, ces temps-ci, ces anévrismes, entre guillemets, nous fatiguent. Bon, faisons le point. Et c'est de là-bas que je donnais le sujet. Des malades durés en réa, c'était compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mouraient tous, non. C'était compliqué, voilà. Il fallait se battre avec eux. Il y avait des problèmes infectieux. Il y en avait qui se réveillaient tardivement. Il y en avait qu'on exhubait 4 jours après. Donc j'ai dit, bon, faisons le point. Et c'est de là-bas qu'est né le sujet. Donc je t'ai dit, travaille sur ça. Et tu as pris le sujet et dans l'ensemble, tu as respecté toutes les directives qui t'ont été données. Et là où j'avais une petite appréhension, c'était la première partie. Et je vois que la première partie, tu en es bien sorti. Donc la première partie, elle est succincte, elle est bien faite. Mais heureusement, j'ai pris la peine de t'avertir, d'accord, de respecter le nombre de pages. D'accord, bon. C'est vrai, je t'avais demandé de faire ça
en 45 pages, tu as débordé 4 pages, c'est acceptable. Pour cette question, 45 pages, c'est acceptable. Vous savez, vous les étudiants, vous êtes toujours étudiant, vous n'êtes pas encore docteur. Vous les étudiants, vous avez toujours tendance à croire que la première partie, c'est facile. Ce sont que des rappels. Non, au contraire, c'est difficile la première partie. Parce qu'on demande à l'étudiant de faire une synthèse, de dire tout en peu de pages. Donc, c'est pas si évident que ça, des fois. Toi, tu as pu le réussir. Et on l'a corrigé ensemble et ça a donné ça. De complications en 3 ans, c'est pas beaucoup. J'étais vraiment étonné. Hein? Et ça contrastait avec l'appréhension que j'avais. Pour moi, j'avais cru qu'on avait beaucoup de complications. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est ça l'intérêt de ces travaux. D'accord? Ça nous donne une idée de ce que l'on fait et comment évoluent les choses. Et parmi ces complications, la plus importante, la plus méchante, entre guillemets, c'est l'ischémie cérébrale retardée. C'est une complication qui est attendue. D'accord? Donc, si bien que en post-opératoire, on l'attend de pied ferme. Et on sait ce qu'il faut faire. Mais c'était la plus fréquente. D'ailleurs, même actuellement, il y a un malade qui est couché chez nos services, il a cette complication. Mais comme tu l'as si bien dit dans tes conclusions, heureusement, le diagnostic est fait très tôt. Quand le diagnostic est fait tôt, ça se passe bien. Donc, on le diagnostique et la prise en charge est immédiate. Donc, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Mais la condition, c'est quoi? Il faut le remarquer très tôt. Et le patient qu'on a actuellement en réa, qui a cette complication, il évolue très bien. Et si tout se passe bien, demain, il pourra sortir de la réanimation. Donc cette ischémie, elle a plusieurs facteurs. D'accord? Il y a plusieurs causes. D'accord? Et tu l'as bien rappelé dans ta première partie. Qu'est-ce qui prédispose un patient à cette ischémie? D'accord? Une des causes de cette ischémie, c'est le vasospasme. D'accord? C'est le vasospasme qui va avec l'importance du saignement. D'accord? Donc, il y a beaucoup de facteurs. On n'a pas le temps de le rappeler ici. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est une complication qui est fréquente. Si bien que nous, elle ne fait plus peur. On opère, on l'attend. Et dès qu'on la suspecte, on traite. Et dans l'ensemble, dans la grande majorité, ça va. Je peux le dire. La deuxième complication, c'est les convulsions. D'accord? Et parmi les complications neurologiques, les convulsions, ça peut se comprendre. Il y a des patients corticales et ça peut se comprendre. Mais ça également, on le traite bien. On n'a pas d'état de mal réfractaire dans notre série. Bon, on attend de se battre pour ça. C'est peut-être, on l'aura bientôt. Okay? Et autre chose également, pour ce qui est des conclusions à tirer, c'est l'hyponatrémie. Il faut qu'on soit beaucoup plus vigilants. Je pense que peut-être qu'on verra après s'il ne faut pas la détecter avant l'intervention. On va essayer de voir. C'est-à-dire avant l'intervention, les attendre, les suivre et au cas où ça s'aggrave, prendre ça en charge précocement cette hyponatrémie-là. Donc à partir de ces complications, je pense qu'on va essayer de telle sorte qu'elle n'aggrave pas les patients. Donc voilà en résumé, si je fais une synthèse du travail. Donc, je ne peux faire qu'une synthèse des résultats. Et je peux dire que nous avons atteint nos objectifs. On sait ce qui se passe maintenant sur les anévrismes. Comme l'a dit le professeur Tchouk, j'ai été étonné sur la mortalité. Et je t'avais posé la question. Mais je t'ai dit, mais attends, un seul décès en 3 ans, tu m'as confirmé que c'était ça. Le professeur Tchouk, je réponds à la question, c'est bien ça, un décès. Et c'est étonnant. Peut-être que, est-ce que tu m'avais confirmé que tu avais pu avoir tous les dossiers? Tu me l'as confirmé. Donc, si c'est un décès, c'est un décès. On ne va pas en augmenter. Donc, c'est bien ça. Donc, on va juste essayer de s'améliorer encore pour qu'il y ait 0 décès. Mais pour qu'il y ait 0 décès également, il y a un facteur qui est important. C'est de choisir les patients à opérer. Ça, c'est important également. Il ne faut pas opérer n'importe qui aussi. Opérer un patient qui a beaucoup de comorbidités, l'état de conscience est très altéré, c'est pas bon, donc c'est ce qui aura des complications et il n'y aura pas d'évolution favorable. Donc si on veut vraiment avoir de bons résultats, il faut choisir qui opérer. Donc, choisir sur des critères objectifs également. Parce que quand l'évolution est fonction de l'état neurologique antérieur à la chirurgie, mais quand la souffrance cérébrale a duré, donc espérer avoir, il ne faut pas penser qu'il s'agit de poser des clips pour que tout revienne à l'ordre, non.
Donc ça, c'est un facteur important, le choix des patients. Donc voilà, en résumé, le travail qu'on a fait ensemble, toi et moi, l'ami, je te tutoie. Hein? D'accord. Donc ce travail, tu as montré que vraiment tu voulais le faire. D'accord. Quand je te l'ai présenté, tu as accepté d'emblée. Ça t'arrangeait et ça m'arrangeait moi aussi. D'accord. Donc c'était des gagnants-gagnants, comme on dit. Donc tu l'as bien fait, tu as respecté toutes les directives et ça a produit ça. Donc nous tiendrons compte des critiques, c'est normal, et on va essayer de le publier. Tu vas le publier, c'est toi qui en as le plus besoin. D'accord. On va le publier. Déjà, on va le présenter au congrès de la Société africaine d'anesthésie-réanimation qui aura lieu en novembre. C'est peut-être Dieu, on va le présenter là-bas. Et toi, après, tu auras à le publier. Ce sera la tâche suivante. Parce que c'est un travail qu'il faut publier. Et ça, je pense que tu vas t'en occuper. Donc, pour parler de la personne maintenant, je te côtoie, ça fait bientôt 2 ans que je te côtoie. Tu es sérieux et travailleur, ça je le reconnais, motivé et honnête. Tu ne triches pas, ça je l'ai noté. Tu ne te faufiles pas et tu es sur la bonne voie. Mais tu n'as pas fini. Tu es au milieu du guet. D'accord. Tu es en 2e année, tu passes en 3e année, il reste encore 3 ans. Non, oui, il reste 3 ans. La 3e, la 4e, la 5e année. Donc, il faut se former. Il faut bien se former. C'est ça le plus important. D'accord. Il faut lire tous les jours. L'internat, ce n'est pas la chuchote. Hein. Tu es interne des hôpitaux. D'accord. Comme on dit, il ne faut pas vendanger ta formation. Donc ça, c'est un conseil. Je le disais l'autre jour à ta consoeur qui soutenait avant-hier. Donc ça, c'est un conseil important. Donc, bien finir sa formation. Quand tu finis ta formation, même si on ne te recrute pas, tu pourras travailler. C'est évident. Si tu maîtrises ton métier, les gens feront appel à toi, où que tu sois. Donc, finis bien ta formation. Actuellement, c'est ça ton principal objectif. Donc, finis une bonne formation. Maintenant, quand tu finiras maintenant, tu pourras choisir une sous-spécialité. Une spécialité dans la spécialité. Tu auras l'embarras du choix. Si tu fais la neuroréa, tu fais l'ALR, tu fais l'obstétrique, à toi de voir. Mais d'abord, objectif final, objectif principal, bien se spécialiser. D'accord. Donc ça, c'est un conseil important que je te donne. Tu es poli et cette politesse, tu la tiens de qui? De tes parents, évidemment. D'accord. Donc, je tiens à les féliciter. C'est un grand jour pour eux. Donc, je les félicite et je souhaite que tu leur rendes ce qu'ils t'ont apporté. Comme l'a dit le professeur Tchou. C'est tout ce que tu as à faire, il n'y a pas d'autre chose. Ils n'attendent rien d'autre que toi. Ils n'attendent rien d'autre que ça. D'accord. Donc, continue à leur faire honneur. Déjà, tu as pu faire 7 ans de médecine. C'est bon. Tu as été interne des hôpitaux. C'est bon. Machallah, continue encore. D'accord. Et je sais, tu es sérieux et travailleur. Je pense que tu pourras arriver à de bonnes fins. Je vais terminer, Monsieur le Président, en lui souhaitant une bonne carrière à la fin de ta spécialisation, une bonne carrière médicale couplée d'une vie familiale. C'est important. Donc, si on n'a pas de famille, on ne peut rien faire. D'accord. Le socle, c'est la famille. J'en ai fini, Monsieur le Président. Et prions que le bon Dieu vous préserve et vous garde encore et encore sur notre chemin, afin de continuer à profiter de vos instructions. Merci du fond du cœur et veuillez accepter l'expression de nos sentiments et estimes les plus distingués. Notre maître et directeur de thèse ne nous a pas posé de questions. Il a toutefois eu à faire des remarques et suggestions importantes dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration finale du document. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais ponctuer la session en expliquant d'abord la joie que j'ai de siéger avec des amis. Je ne les considère même pas comme des frères, mais comme des amis, parce que les amis, on les choisit en toute connaissance de cause et avec des critères très précis. Les frères, on les subit, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs turpitudes, leurs succès, leurs échecs, etc. Et je passe énormément de temps avec eux, à tel point que, comme je dis toujours, il arrive qu'on passe plus de temps avec des collègues qui sont devenus des frères et des amis qu'avec notre propre famille, parce qu'on quitte tôt, on rentre tard, et c'est avec eux qu'on vit depuis très très longtemps. Et quand c'est une discipline chirurgicale et
d'anesthésie-réanimation. On traverse tellement d'épreuves avec eux que finalement ça forge. Parce qu'il y a des présentations, quand on les regarde, au plan national comme au plan international, avec l'expérience, on se rend compte que bon, il y a eu beaucoup de bidouillage. C'est-à-dire on a essayé de présenter des complications comme certaines choses qui sont inéluctables. On a parfois forcé sur certaines interprétations. Et ça, c'est un travail qui fait le point, qui parle des complications, comme on dit, de façon simple, de façon expurgée, sans pour autant cacher telle ou telle chose, parce que finalement, en neurochirurgie, en anesthésie réa, les mensonges sont très rares et sont presque impossibles à cacher. Le patient vous vient vous voir, il est sur ses deux jambes, il marche, vous l'opérez, il ne marche plus. Bon, on ne peut pas dire que c'est Allah ou Mohamed. C'est l'intervention maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Pourquoi? Est-ce que c'était évitable? Ce n'était pas évitable. C'est ça le challenge. Parce que nous travaillons sur une matière que nous n'avons pas créée. On favorise la guérison, on enlève une tumeur, on exclut une malformation, etc. Et puis il y a parfois des choses qui se passent, qui relèvent de nous ou qui ne relèvent pas de nous. Donc c'est bien de se pencher sur ces complications parce que ça permet d'avancer et de s'améliorer, autant pour les anesthésistes réanimateurs que pour les neurochirurgiens. Et nous avons la chance d'avoir les deux dans le même espace. Je remercie le professeur Tchouk pour les mots qu'il a eus à mon endroit, parce que c'est vraiment quelqu'un que je considère comme faisant partie de moi-même. Sur beaucoup de choses, je me reconnais franchement en lui. C'est une bête de travail, énormément, et il a réussi à faire réémerger la pathologie vasculaire. Le Sénégal marche d'une certaine façon, de temps en temps, à reculons. C'est des pathologies, nous, quand on était de jeunes internes, on les opérait au service. Après, la neuroradiologie est tombée en panne. Ça n'a émis personne, et donc tout ce qui gravitait autour de la pathologie vasculaire s'est mis à péricliter parce que simplement l'examen clé qui permet de faire le diagnostic et donc de traiter, cet examen clé n'existait plus au Sénégal. Fort heureusement, il y a eu par la suite le scanner et puis l'angioscanner, l'IRM, l'angio-IRM, et finalement, les choses ont repris, d'autant que l'anesthésie réa a vraiment explosé avec la filière de formation qui a été mise en place et vraiment de médecins. Il y avait au départ des infirmiers anesthésistes, c'était des infirmiers formés qui faisaient 3 ans à l'école des infirmiers et qui venaient. Ils avaient leurs compétences, mais qui n'étaient pas des compétences de médecins. Donc, moi, j'ai vécu la période où les anesthésistes, on en faisait un par semaine, parfois toutes les 2 semaines. Parce que j'avais compris par la suite, en étant un peu plus mûr, que c'était un problème de compétence. Et quand on opérait un anesthésiste, on n'opérait rien d'autre ce jour-là. Par la suite, avec la filière de formation qui s'est mise en place, nous avons commencé à recevoir des médecins anesthésistes et on a senti la différence. C'est l'occasion vraiment de rendre hommage à certains médecins anesthésistes aujourd'hui qui sont repartis dans leur pays. Je passe en particulier à Boukari Bawa, professeur Bawa, qui est au Niger et qui m'appelle assez souvent. Je me souviens la première fois qu'on a fait 8 malades au service, quelqu'un a dit « ça ne continuera pas ». On a continué 8, 10, 8, 10, 8, 10. Et finalement, bon, après ces 6 mois, on a dit à Mme Sall, qui était la patronne de l'anesthésie, Mme Sall, on veut conserver Bawa. Parce qu'avec lui, on peut mettre un patient, vraiment, une urgence arrive à 15h, 16h, 17h, bon, il était toujours. Donc les choses ont commencé, et par la suite, au début des années 2000, avec les réflexions de la neurochirurgie, il y a eu une nouvelle réa, les anesthésistes réanimateurs qui sont arrivés. Et aujourd'hui, quand nous disons à nos collègues qui sont dans d'autres pays, nous avons 3 salles d'op et une réanimation dédiée, mais ils sont en admiration, ils disent vous avez vraiment beaucoup de chance. Donc, merci beaucoup et je continuerai à m'appuyer sur toi parce que les défis sont énormes.
C'est vrai qu'il n'y a pas trop de coquilles. Hein. En général, les étudiants maintenant, quand on dit les thèses, là, il faut d'abord prendre un peu de l'exomètre, sinon ça va être compliqué. C'est l'occasion aussi de féliciter les parents. Comme disait le professeur Thiaw, les parents, on se tait, on leur rend hommage, on s'en occupe. Hein, parce que, ils ne vous diront jamais les sacrifices qu'ils ont consentis. Ils ne le diront pas. Donc, tu te tais et tu fais ce que tu as à faire. Je félicite également ton directeur de thèse, professeur Diaw. C'est vraiment quelqu'un qui a sa mission à cœur, qui encadre beaucoup. Souvent je le chahute en lui disant que mais attends, il faut sourire un peu. Mais c'est quelqu'un qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Et il y a aussi les bras séculiers du régime. Dr Hélène Bassama, présidente de l'association sénégalaise d'anesthésie REA. Un autre fantassin, le docteur Yassine Doy, qui n'est pas là. Vraiment, c'est une très belle équipe. Je remercie également et rends hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, t'ont encadré. Le produit est presque fini, ce n'est pas encore fini. Et il y a un médecin, il va toujours apprendre. Vraiment, il y a une obligation d'excellence et une posture à avoir. Aujourd'hui, le professeur Tchoub a brossé un peu le tableau. De plus en plus, on ne nous pardonnera rien. Et à tort, parce que moi, je sais que quand 10 problèmes se passent dans les hôpitaux, le personnel soignant est innocent au moins pour 7 cas sur 10. Mais quand c'est rapporté, en tout cas pour les problèmes que je connais particulièrement et sur lesquels j'ai eu à intervenir, dès qu'on fait une petite enquête, on se rend compte que ce que les gens ont dit, ce n'était pas du tout ça. Mais aujourd'hui, on est prisonnier des médias. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avoir une réputation que vous avez construite en 20 ans, 30 ans, en 2 minutes, ça va voler en éclats. Parce que simplement quelqu'un a dit des choses. Donc il faut faire attention. Toujours garder le calme, garder la sérénité, bien accueillir les gens, leur parler en langage accessible, etc. Alors j'ai lu la longue liste des dédicaces. J'ai dit, mais celui-là, il a combien de mots là? Moi j'aime bien lire les dédicaces parce que quand on lit pour les parents, après ça donne une idée sur la personne. Après je recherche la copine ou la fiancée, mais j'ai cherché, mais je n'ai pas tout trouvé. Il y en a une peut-être que j'ai vue quelque part. Je sais pas. Non, c'est pas une douille là. Il me semble avoir lu ça quelque part. Voilà, c'est une Yen. Une femme exceptionnelle, douce, dotée d'une joie contagieuse. D'ailleurs, le terme de joie contagieuse, là, c'est pas très propre. Peut-être une joie communicante, une joie... Mais contagieuse, ça renvoie à une maladie. Depuis que je t'ai connu, je ne cesse de m'émerveiller sur ta personne. Merci. Je ne sais pas. Tu as tout dit sans le dire. C'est pour te dire que notre maître, Badiane disait souvent, les bonnes choses se font à deux. Donc si tu considères que c'est la bonne personne, plonge et assume. Si tu considères que le marché l'appel d'offres doit être répété. Mais quand on a dit tout ça dans une thèse qui va rester à jamais, ça signifie que c'est le moment de plonger. Donc plonge, de toute façon nous avons tous plongé à un moment. Voilà. Merci. Et je te rends la parole pour les mots d'usage. À notre maître et président du jury, Monsieur le professeur Maman Kodeba, professeur titulaire et chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Fass. Chers maîtres et présidents, nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de présider ce jury. Votre culture scientifique, votre rigueur dans le travail, votre compétence et vos qualités humaines ont suscité en nous une grande admiration et sont pour nous un exemple à suivre. Trouvez ici, chers maîtres, le témoignage de notre gratitude et nos respectueux sentiments. Que le Tout-Puissant vous préserve et continue à vous garder parmi nous,
afin de bénéficier encore de toute l'étendue de vos connaissances et sagesse. Notre maître et président du jury a fait des remarques et suggestions importantes dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration finale du document. Toutefois, il a eu à poser 2 questions. La première, à savoir s'il y a eu un suivi et un contact par rapport aux patients que nous avons traités dans notre dossier. En guise de réponse, malheureusement, il n'y avait pas eu de suivi. Donc, il n'y avait pas eu de suivi par rapport aux patients dont nous avons traité durant notre série. Pour la deuxième question, il s'agissait de savoir s'il y avait des germes isolés. Effectivement, il y avait des germes isolés. C'est ça qui a même guidé notre traitement, puisqu'un antibiogramme a été fait à chaque fois qu'on détectait une infection. Toutefois, cela n'a pas été détaillé dans la série. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Pas de délibération de thèse de médecine. Le président et les membres du jury, après avoir entendu M. Lamine Camara dans sa soutenance de thèse de diplôme de docteur d'État en médecine, au cours de la séance du lundi 30 octobre 2023, sur le sujet suivant, les complications précoces du clipage des anévrismes intracrâniens, le déclare digne d'être promu au grade de docteur en médecine. Décide de lui attribuer une mention très honorable avec félicitations du jury. En présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je jure et je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.